Notre rendez-vous des directeurs immobiliers, les trophées de l'ADI. On va passer la soirée ensemble avec une table ronde où on va parler d'immobilier et de cohésion des territoires. On va remettre bien évidemment les trophées, mais le temps que tout le monde s'installe, je vais demander au président de l'association des directeurs immobiliers, Gilles Allard, de bien vouloir me rejoindre. Gilles, un petit micro, juste, on va essayer en quelques minutes pour démarrer tout de suite notre table ronde. C'est ta première année en tant que président de l'ADI et ici pour ces trophées. Juste le bilan de cette première année de présidence. Merci Gaël. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis d'abord très heureux de cette fonction dont je mesure complètement l'enjeu, surtout après avoir avec toute l'équipe de l'ADI et le bureau et les administrateurs et différents adhérents beaucoup travaillé cette année. C'est passionnant. Alors la barre était assez haute en prenant cette fonction. Donc je crois que dans le bilan, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a maintenu le rythme élevé d'événements et de publications de l'ADI. C'est un peu la marque de fabrique de l'ADI, des événements extrêmement qualitatifs. Et on a réussi à maintenir ce rythme d'une quarantaine d'événements par an. Et puis nous avons sollicité nos adhérents pour leur demander quelles étaient leurs attentes, leur vision de ce que doit être l'association, de façon à, dans un deuxième temps, avec le bureau, le conseil d'administration, élaborer de nouvelles orientations stratégiques. On peut en connaître quelques-unes pour 2019 au moins. Oui, bien sûr. On conforte ce rôle de centre de ressources, de plateforme d'échange. C'est fondamental, c'est une attente primordiale de la part de nos adhérents utilisateurs d'immobilier. On souhaite élargir également le socle de représentativité de l'association, en particulier en incorporant davantage d'acteurs du secteur public, mais également des entreprises dans les régions, de plus petites entreprises que celles qui représentent le CAC 40, qui actuellement 70% du CAC 40 est dans notre association. Et puis on souhaite également développer une stratégie d'influence. Alors d'influence non pas dans un rôle corporatiste, mais d'influence, et c'est ce qui nous a aussi beaucoup occupé en 2018, de dire il est essentiel que le rôle des directions immobilières soit porté dans les entreprises et auprès des directions générales. Et il est également essentiel que nous posions d'une certaine façon dans le débat public pour porter des préoccupations et au-delà de préoccupations, porter des propositions auprès des décideurs publics. Et nous avons à ce titre rencontré une quinzaine de décideurs dans les ministères, à Matignon, à l'Élysée. Nous avons rencontré des parlementaires et nous avons remis des propositions dans le cadre de projets de loi comme loi Elan ou Pacte. Et nous avons également contribué, pour citer un exemple très concret, nous avons rencontré Gilles Carrez, qui a été missionné par le gouvernement pour une étude sur le financement du Grand Paris et du Grand Paris Express, et qui réfléchissait à la fiscalité, à la taxe sur les bureaux. Donc nous avons rassemblé des données d'une dizaine de grandes entreprises présentes en Île-de-France, de façon à d'abord montrer un historique et puis porter des propositions très concrètes qui ont représenté un très gros travail. Donc en tout cas, cette stratégie d'influence, c'est ce que nous portons et c'est ce qui est nouveau, je dirais, dans l'activité de l'ADI. Un mot sur les directeurs immobiliers. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur leur activité, sur les enjeux qu'ils portent et sur le positionnement peut-être aussi bien à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur? Alors, il y a des positionnements qui sont très, très variables. Mais au sein de l'association des directeurs immobiliers, nous avons vraiment une conviction que nous portons haut et fort, que le directeur immobilier a un rôle dans la stratégie, dans la transformation des entreprises, et qu'il finalement accompagne la stratégie, mais il doit avoir un rôle proactif. Il doit porter des innovations et finalement pas seulement maîtriser des dépenses, mais être lui-même créateur de valeur avec ses équipes, créateur de valeur au sens matériel, mais également créateur de valeur immatérielle. Et là, on retrouve tous les enjeux
de transformation des entreprises, de projets managériaux, d'attractivité. Et c'est évidemment un pan important de nos actions. Merci beaucoup Gilles. Je propose que Gilles reste avec nous. Je vais appeler maintenant Véronique Bédag, directrice générale adjointe en charge des clients, entreprises et collectivités chez Nexity. Nexity qui est le grand parrain de ces rendez-vous annuels de l'ADI. Juste un petit mot de votre point de vue. Qu'est-ce qui a changé dans la manière dont les entreprises aujourd'hui appréhendent leur immobilier? Quand je dis entreprise, c'est plus généralement même les utilisateurs. On va incorporer les directeurs immobiliers et l'immobilier public. Bonjour à tous. Ce qui est intéressant pour nous, promoteurs, aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a quand même eu très longtemps l'idée que l'immobilier, c'était d'abord un centre de coût. Gilles, vous n'allez pas me... aujourd'hui, ça reste un centre de coût. Il faut que ce soit raisonnable. Mais beaucoup plus profondément, et c'est ce qui fait notre métier absolument passionnant en ce moment, Gilles l'a dit tout à l'heure, c'est pas ça, c'est un levier d'efficacité, mais c'est surtout un levier de transformation. Moi, ce que j'entends des clients que vous êtes, quand vous venez nous voir pour parler nouveau siège, par exemple, vous me parlez stratégie d'entreprise, tu l'as dit tout à l'heure, hein, stratégie d'entreprise, c'est ça que j'entends d'abord. Transformation. Qu'est-ce que mon siège va dire de ce que je suis à mes clients? Il y a des moments où l'entreprise que vous voulez être ne peut plus être dans des certaines formes d'immobilier d'entreprise. C'est aussi l'attractivité vis-à-vis des gens que vous employez. Ils sont extrêmement sensibles à l'immobilier d'entreprise aujourd'hui, à l'endroit où vous les faites travailler. Et puis aussi, on nous parle de créativité, d'innovation. Il faut que les équipes se sentent bien, il faut qu'elles se croisent, il faut qu'elles se parlent. Et donc, au fond, ce qui change vraiment, ce que j'entends, ce qui est absolument passionnant, c'est, au fond, l'immobilier d'entreprise, c'est l'ADN de l'entreprise en train de se transformer. Et c'est ça dont on me parle. C'est absolument passionnant, je vous le dis. Du côté du promoteur, du point de vue du promoteur, qu'est-ce que ça change dans la manière de concevoir les immeubles une fois qu'on a intégré ces mutations et cette nouvelle vision de l'immobilier? Ce que ça change, c'est que ça remonte beaucoup l'utilisateur en amont. D'ailleurs, on voit qu'il y a moins de blancs qu'il y en a eu. L'utilisateur veut un immobilier qui soit conforme à sa stratégie, à ce qu'il a envie de dire à ses clients et à ses salariés, et du coup remonte au fond dans la création de bureaux. Et donc, pour nous, c'est ce moment-là qui est absolument passionnant d'écoute du client. Au fond, qu'est-ce qu'il veut faire demain de son entreprise et comment nous, on peut l'accompagner dans son immobilier. Je voudrais qu'on parle un peu territoire, ça va faire une transition avec la table ronde qui va suivre. Comment l'immobilier, toujours de votre point de vue, l'immobilier des entreprises, je dis bien des entreprises, doit-elle s'insérer dans les territoires et comment développer aussi cette porosité, cette mixité qui est demandée par les élus locaux, qui est demandée aussi un peu par tout le monde et qui est peut-être pas toujours voulue par l'utilisateur? Alors ça, effectivement, c'est au fond, moi j'ai travaillé très longtemps dans une collectivité territoriale à Paris. Et donc effectivement, l'entreprise, c'était d'abord, on va se dire les choses, de la taxe professionnelle, évidemment. C'était aussi des salariés de qualité qui avaient du pouvoir d'achat et qui dépensaient. Aujourd'hui, la demande est plus forte vis-à-vis de l'entreprise. Il y a une vraie demande de la collectivité que l'entreprise tisse quelque chose avec le territoire. Cette demande, elle peut prendre plusieurs formes. Il y a quelquefois des demandes de « Oh, vous avez un très beau parc au milieu de votre immobilier. Est-ce qu'on pourrait l'ouvrir le samedi et le dimanche ?» Il y a des conciergeries dans vos immeubles. Est-ce que ces conciergeries pourraient, au lieu de faire des choses très globales, s'appuyer sur les entreprises du quartier? Et puis, il y a la dernière demande qui monte vraiment, qui est « Est-ce qu'il y a des choses de l'entreprise qu'on pourrait ouvrir à la ville ?» Je pense par exemple à des espaces de coworking. Là, Gilles commence à avoir peur. Des espaces de coworking, éventuellement des start-up studios. Pourquoi ne pas l'ouvrir sur la ville? Alors, les directeurs de l'immobilier en général ne sont pas fermés. C'est plutôt les directeurs chargés de la sécurité qui sont tout palos quand on va les voir, Gilles, en fait. C'est ça que j'ai compris. Parce que toi, quand je te parle de ça, tu dis pas non. Mais après, tu reviens en disant quand même, fais gaffe, comment est-ce qu'on gère la sécurité de l'entreprise, aussi le secret de la fabrication de l'entreprise. Mais moi, je pense que ce mouvement-là, même s'il est compliqué, au quotidien, c'est quand même très compliqué. C'est quand même un mouvement très intéressant aussi pour l'entreprise de faire rentrer aussi des choses nouvelles dans l'entreprise. Et vous savez, aujourd'hui, on ne gagne des marchés, on ne crée de la valeur que si on est innovant. Et ce lien avec le territoire, c'est quand même aussi une façon de nourrir l'innovation et de se faire challenger par des éléments extérieurs qui ne sont pas forcément le milieu naturel de l'entreprise, d'une entreprise donnée. Merci beaucoup. On va essayer d'en parler pendant cette table ronde. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci. Je vous invite à regagner la salle.
Avant de démarrer notre table ronde sur l'immobilier est-il aujourd'hui le troisième levier de la transformation économique des organisations, facteur d'un développement équilibré des territoires? Moi, quand j'ai vu le thème, j'ai eu très peur. Je me suis dit, on est parti pour une journée, voire un séminaire. On va essayer de condenser tout ça en 1 heure. Mais au préalable et avant d'inviter le panel à me rejoindre, je voudrais demander à Patrick Lévivets de venir sur scène, président de la Fondation Travailler Autrement, chargé par le gouvernement d'une mission sur le coworking et la fracture numérique. Je crois qu'il y avait un rendez-vous presse cet après-midi sur le numérique. Je l'ai séché, je vous rassure, mais bon, je n'ai pas envoyé de journaliste non plus. Présentez-nous juste peut-être, avant qu'on démarre notre table ronde, les contours de votre mission, et puis peut-être où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. D'abord, bonsoir à tous. La mission que m'a confiée le gouvernement, c'est une mission qui partait d'un point de vue, au fond, assez simple. Vous avez une émergence du monde du coworking, même si ça reste très modéré, parce que c'est un phénomène de mode, il faut toujours s'en méfier, mais en tout cas, de plus en plus d'espaces de coworking qui poussent comme des champignons. Un certain nombre d'acteurs immobiliers, d'ailleurs, s'en préoccupent beaucoup. Et donc, la question qui m'a été posée, c'est de dire, est-ce que c'est un phénomène d'abord durable? Et est-ce que surtout, et c'était surtout ça la question, est-ce que les territoires, c'est un phénomène qu'on va voir dans les territoires, et est-ce que l'État doit jouer un rôle dans l'émergence de ces nouvelles formes de travail, de nouvelles expressions de travail que correspondent ces espaces de coworking auxquels correspondent. Voilà, c'était ça, c'est ça la commande, c'est ça l'attente de l'État. Et donc, c'est ça que je suis allé voir sur le terrain. Ça fait 4 mois maintenant que je me déplace sur le terrain. Mais avant peut-être de répondre à votre question où on en est, d'abord, avant tout, je voudrais poser un cadre. C'est quand on parle territoire, il n'y a pas un territoire, il y a des territoires. Je veux dire par là, c'est que on est ici à Paris, on a un regard souvent de la capitale, c'est le même à Lyon, c'est le même dans les grandes villes de France, il y en a 12, puis il y a 22 métropoles, et après il y a le reste. Moi j'ai décidé, c'est un choix, parce qu'on m'a laissé le choix, j'ai décidé de m'occuper du reste. Et j'ai décidé de m'occuper du reste parce qu'il n'y a rien de pire quand l'État décide de s'occuper de quelque chose lui-même. Autrement dit, là où il y a un marché évident, il y a donc des acteurs économiques évidents. Et là où il y a des acteurs économiques évidents, il faut laisser les acteurs économiques, je vais dire se faire la guerre, mais en fait se concurrencer, créer une émulation et faire en sorte de trouver les meilleures solutions. Et c'est ce qui se passe à Paris, à Lyon, à Lille, à Marseille. Ça fonctionne très bien. Et en fait, le marché est en train de se réguler, de trouver des formes différentes. Vous avez un marché qui aujourd'hui, sur cet aspect des choses, coworking, qui est l'idée dans le monde par WeWork. Demeurant, c'est, je ne sais plus combien c'est de milliards, je crois que c'est 2 ou 3 milliards, c'est ça. C'est sur 900 millions de dettes, enfin d'emprunts, de dettes, je ne sais pas comment on dit. C'est intéressant, mais donc la question de la réalité économique de ce qu'est le monde du coworking, c'est d'abord une réalité immobilière avec évidemment les métriques immobilières. Quand on descend dans des villes moyennes, dans les 12, parce qu'il y a 22 métropoles, quand on descend dans les 10 métropoles plus petites en France, on est déjà dans un monde plus complexe où la réalité économique est déjà moins évidente. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, c'est que les grands réseaux immobiliers qui s'intéressent au coworking, il y en a certains sans doute dans la salle, j'en ai pas vu beaucoup sur le terrain. Je ne vais pas citer celui ou ceux que j'ai, ça je ne ferai pas de jaloux, mais il y en a déjà beaucoup, beaucoup moins. Alors quand vous allez dans le reste étant pas tout à fait négligeable, je me permets de rappeler qu'il y a plus de 30% de la population qui ne se vit pas dans des métropoles, je crois même plus, donc on parle d'1 Français sur 3. Et donc la question qui est posée, c'est comment est-ce qu'on arrive, au fond, à développer ou à redévelopper dans les territoires? Est-ce qu'il y a une voie pour redévelopper de l'activité dans les territoires, dans notre pays? C'est ça la vraie question, derrière la question de ces nouvelles activités, de ces espaces dits de coworking à Paris ou qu'on voit émerger dans les grandes villes. Le reste, vous le quantifiez à combien? Si on doit mettre un certain nombre de points, 12 grandes métropoles, 10, mais le reste?
Le reste, c'est le reste du territoire. C'est tout le reste du territoire. Y C'est-à-dire compris c'est, la ruralité, y compris les petits bien villages. sûr, y compris la ruralité. Je vais me permettre, si vous me permettez, de prendre 2 minutes, parce qu'au bout de 4 mois, sans doute erroné, mais enfin, il y a 3 choses qui me frappent vraiment. Le premier, c'est que nous sommes dans un pays assez exceptionnel qui a été capable de laisser pendant plus de 15 ans la moitié du territoire en dehors de la révolution que nous connaissons, c'est-à-dire au travers du numérique. Vous évoquiez la conférence de presse, la conférence sur le point presse qu'ont fait les ministres concernés sur le haut débit et sur le déploiement du haut débit. Nous sommes dans un pays où pratiquement, aujourd'hui 40% du territoire ne capte pas bien. Un, on ne peut pas communiquer, et 2, on ne peut même pas envoyer une pièce Word ou une pièce PDF à travers les tuyaux. Donc avant de se poser la question de développer des activités de demain, encore faut-il qu'on puisse accéder aux grands réseaux. Et moi, ce qui me frappe, je considère que c'est un scandale français, un vrai scandale, c'est qu'en fait, on a dit à 30% de nos concitoyens, à la télé, sur les ondes, regardez, c'est formidable, il y a un truc génial qui arrive, c'est la start-up, c'est les nouvelles activités, c'est le numérique, c'est formidable, mais c'est juste pas pour vous, parce que vous ne pouvez pas, vous, le développer sur le territoire. Première grande révolution numérique, elle va enfin être déployée définitivement sur le territoire, et elle va donc permettre de se développer des activités, parce qu'il n'y a pas de raison que sur les territoires, on ne puisse pas développer des activités, d'autant que les 2 révolutions, j'aurais presque envie de dire 3 révolutions, mais enfin je vais commencer par 2. Celle du travail et la transition écologique est en train de redistribuer des cartes absolument centrales. D'abord, je voudrais rappeler, parce que ça éclairera, on l'oublie toujours, c'est que l'imprimante 3D, dont on dit qu'elle va révolutionner notamment tout ce qui est le monde des pièces détachées, la production addictive, etc. C'est-à-dire en gros le retour de la proximité dans l'industrie, donc la production en proximité, c'est une invention française. C'est une invention française, et les chercheurs qui l'ont trouvé ont trouvé tellement porte close qu'ils ont claqué la porte, ils ont dit tant pis, les brevets sont tombés, c'est une entreprise américaine qui l'a récupéré. La première boîte aujourd'hui aux États-Unis, c'est cette boîte-là. Sur les imprimantes 3D, c'est 500 millions de dollars. Ça laisse quand même, ça exprime bien qu'entre l'innovation et la capacité de prendre cette innovation et de la tester dans ce pays, il reste de chemin à faire. Donc après le scandale, on est dans le gâchis, là. Oui, on est dans le gâchis, mais ça arrive tout le temps. Mais je rappelais juste ça. Simplement, la deuxième révolution, transition écologique, elle est considérable. La question des circuits courts, le locavore, vous en entendez parler, mais enfin, quand vous allez, certains dans vos maisons de campagne, vous voyez bien que le circuit est court et que donc l'activité entre l'agriculteur et son site internet qui va permettre d'aller chercher les clients autour est un business model qui marche. Il y a énormément d'activités qui est en train de se créer et qui marient et qui hybrident des activités, à la fois des activités intellectuelles et des activités de la main, ce qui, je tiens à le dire, est tout à fait nouveau dans les activités, parce qu'on avait juste oublié qu'on pouvait marier et hybrider des activités de nature différente. Et ça, c'est permis par le numérique et c'est aussi permis par la transition écologique, puisqu'on se re-questionne la manière de faire les choses. Troisième révolution, pour moi, elle est centrale. Celle du travail, je ne vais pas en parler parce qu'elle est, évidemment, le numérique distribue la question du travail de façon considérable. Et le télétravail est un sujet qui conduira évidemment les personnes qui ne veulent plus être dans les villes, c'est-à-dire les néo-urbains, à utiliser évidemment cette forme de travail. On est en retard, mais on rattrape le retard. Et les lois pénicaux, les ordonnances pénicaux vont accélérer le processus. Dans la dernière révolution dont je voudrais juste parler pour expliquer d'où je pars et où je vais, la dernière révolution, c'est celle du faire ensemble. Je pense qu'on a quitté les rives de la société du vivre ensemble pour produire une société du faire ensemble. Et vous le connaissez bien dans vos entreprises, parce que l'immobilier d'entreprise connaît le corpo-working. Après avoir connu le coworking, on connaît le corpo-working, la collaboration, la coexistence, la coaction. Enfin, on est rentré dans un monde du co. Au-delà de la plaisanterie autour du mot co, ça dit une chose de notre société. C'est qu'après avoir aligné l'une à côté de l'autre les activités, d'avoir fait des couloirs verticaux
dans nos activités, on est en train de fabriquer des choses nouvelles et des manières de penser et d'agir qui sont considérablement différentes. Et je voudrais donner un exemple pour les territoires. Ce que vous trouvez dans des endroits encore alternatifs pour certains, mais qui commencent à devenir très importants pour d'autres. Je vous invite tous à aller visiter, notamment vous êtes des directeurs immobiliers, et vous l'appelez de ma part, et il sera content de vous voir en nombre. C'est le patron d'ici Montreuil, Nicolas Barre, dans lequel vous avez un atelier partagé. Alors c'est à Montreuil, mais ça je vous garantis que dans 10 ans, vous en aurez partout sur le territoire. Vous avez les machines qui coûtent très cher et les acteurs qui n'ont pas les moyens de se payer des machines qui viennent reconstruire de l'activité économique, d'artisanat, à tout point de vue. Et cette activité-là, c'est pour le coup du faire ensemble vraiment. Et donc on retrouve au travers de cette communautarisation d'un certain nombre de choses, la location des locaux, mais aussi des machines, etc., une capacité demain d'agir dans les territoires et de retrouver de l'activité économique. Et ça interpelle le comment faire. Juste sur le coworking, et avant que nos intervenants nous rejoignent sur scène, est-ce que c'est la promesse ou un atout pour remettre de l'emploi dans les territoires? Est-ce que vous le... Pour les raisons que je viens d'évoquer, et qui étaient le reste, quand j'ai dit le reste, c'est-à-dire tout le reste du territoire, moi j'ai fait une transition et je ferai une transition, ou plus exactement, je ferai un glissement sémantique de coworking à tiers-lieu. Pourquoi tiers-lieu? La formule est exactement contraire à ce qu'elle représente aujourd'hui, mais sociologiquement, c'est des lieux qui sont nés dans les années 60, qui étaient plutôt vocation culturelle et sociale, et qui étaient des lieux créés, qui ont bien marché, qui permettaient à des personnes d'avoir une activité entre le travail, c'est un autre lieu, entre la zone de travail et la zone privée. On a connu les maisons de gestion de l'agriculture, les centres sociaux, etc. Aujourd'hui, comme le travail s'est raréfié et se transforme, c'est autour du travail que se questionne la question de l'hybridation des activités. Et donc, vous voyez naître dans les territoires des lieux dans lesquels vous avez de l'inclusion numérique, vous avez des Fab Labs, vous avez un makerspace, vous avez du coworking, vous avez des TPE qui sont là et qui s'appuient les unes les autres. Et au fond, vous voyez hybrider des activités, s'hybrider, qui font de la création de valeur. Dans une ville de 80 000 habitants, un espace de coworking aujourd'hui, on va dire qu'il arrive à faire 400 000 € de chiffre d'affaires, ce qui est déjà beaucoup, c'est-à-dire un acteur moyen, on va dire, ça fabrique en moyenne 1 million de valeurs supplémentaires entre les acteurs. Il y a de la co-création de valeur pour 1 million d'euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces tiers-lieux, quelle que soit la forme qu'ils prennent, vont devenir stratégiques pour le développement des territoires. Et c'est cette question qui est posée dans le reste du pays, parce que comme la densité est plus faible, et comme les activités sont moins nombreuses, l'union fait la force. On connaît la formule, 1 + 1 = 3 pour ceux qui ont fait des mathématiques. Et donc, on arrive à cette question de recréer de l'activité au travers de la naissance de ces tiers-lieux, dans lequel le coworking est une brique. Ce n'est pas la seule, mais c'est une brique absolument indispensable. Et donc, moi, je suis persuadé, je finis là-dessus, pardon, que d'une part, pour l'instant, ce n'est pas un marché captif, parce qu'il n'y a pas assez d'activité. D'abord, certains vont y aller, me le disais tout à l'heure. D'autres viendront un peu plus tard, et qu'il faut créer les conditions, enclencher, vous savez, ces cercles vertueux. Donc, il faut voir comment et démontrer que ça fonctionne. Et là, je pense que l'État a un rôle à jouer. Merci beaucoup. Je vais tout de suite demander à notre panel de nous rejoindre. Et je vais d'abord appeler Mark Dixon à venir nous rejoindre, qui est le président-directeur général du groupe IWG, International Workplace Group, et également le fondateur de Regus. On va parler un petit peu de votre vision, vous, de l'immobilier dans les territoires et de votre stratégie. Stéphane Defaille, directeur général de l'EPA de Bordeaux-Euratlantique, pour la vision de l'aménageur sur ces questions d'immobilier et de territoire. Et puis Florence Cordier, déléguée emploi à la délégation régionale Île-de-France d'EDF, et qui représente aujourd'hui les grands utilisateurs. Mark Dixon, je commence avec vous. Juste en 30 secondes, si on peut juste revenir sur l'histoire de Regus. Vous avez inventé les centres d'affaires qui sont... mais quelque part, est-ce que vous n'avez pas inventé avant l'heure le coworking? Oui, enfin, tous les centres d'affaires sont coworking. Le coworking d'aujourd'hui, c'est
bon, le coworking d'aujourd'hui, c'est un autre design, mais c'est comment on dit, c'est une autre variété de la même chose. Alors, pour nous, nous avons 5 marques, enfin, qui sont des designs, les prix différents, parce que les clients d'aujourd'hui et le clientèle développe très très vite. Ils ne sont pas tous les mêmes. Il veut avoir le choix. Mais pour nous, enfin, beaucoup a changé dans 29 ans, depuis le début, le premier centre à Bruxelles. Maintenant, c'est vraiment quelque chose de mainstream. C'est vraiment connu. Maintenant, nous commençons à avoir vraiment les réseaux nationaux. Par exemple, aux États-Unis, maintenant, nous avons 1200 bâtiments qui sont dans tout l'État, tous les États. Excusez-moi pour mon français. Alors, non, mais c'est partout aux États-Unis. Bon, c'est 1200. En quoi qu'on va faire aux États-Unis, 10 000 implantations aux États-Unis. On ouvre très, très vite. Mais dans les petites villes, même les villages et les grandes villes, c'est vraiment un réseau national. Et par exemple, ici en France, maintenant, on commence à avoir un réseau national. C'est petit, 130 bâtiments, mais ça agrandit assez vite. Et également, pas que dans les grandes villes, les grandes métropoles, mais aussi dans les villages et les petites villes. On va y venir. Juste avant, j'ai regardé votre site et je voudrais que vous me parliez du positionnement de votre groupe. Vous vous présentez comme le leader de l'espace de travail. Comment vous êtes passé, vous, de cette logique de centre d'affaires, vous nous l'avez expliqué un petit peu à celle du coworking, mais plus généralement autour de l'espace de travail. Finalement, votre core business, c'est quoi? C'est l'espace de travail? C'est l'espace de travail, mais c'est la productivité pour les salariés. C'est ça. Le but, c'est de créer un espace de travail qui est utilisable, qui donne de productivité, qui donne le moyen qu'un salarié peut faire le travail bien comme il faut. Mais dans une communauté, la communauté est aussi importante, pas avec les autres salariés de la même société, mais avec un mélange de beaucoup de sociétés dans le même bâtiment, et de créer le lieu qui est social, qui est travail au même endroit, mais à côté d'où il veut travailler, et pas d'avoir vous avez bien expliqué, le problème aujourd'hui, c'est que les bâtiments, surtout les grandes sociétés, ne sont pas positionnés dans les lieux qui sont convenables pour les travailleurs, qui peut être n'importe où dans le pays. Alors le futur, et on voit ça déjà, on a pas mal de sociétés qui utilisent tout le réseau et qui n'ont pas des places fixes et qui donnent, en français, une souscription de travail aux gens, aux salariés. Ils choisissent où ils travaillent. Ça, c'est la flexibilité, mais ça, c'est voulu par l'entreprise. C'est voulu aussi par le collaborateur, par le salarié? Enfin, c'est intéressant. Aux États-Unis, on a fait la plupart là. Le plus grand société que nous avons fait, ils ont 8000 salariés avec nous. Mais on a fait beaucoup maintenant. Et on a gagné 2 prix. Et c'est les 2 prix que nous sommes le plus fiers d'avoir. Et c'est des prix donnés par les salariés à la société mère pour les meilleures innovations de l'année. On a gagné ça 2 fois parce qu'on a donné du freedom, enfin, liberté aux gens. Et on a donné aux gens qui avaient, avant, ils étaient obligés à faire le commuting 1 heure par jour. Maintenant, il peut travailler où il veut. On donne du temps aux salariés. Et aussi, également, il ne doit pas investir dans le pétrole et tout ça. Il travaille où il veut. On donne 1 heure et il ne doit pas dépenser sur le pétrole. Alors, comme ça, c'est ça qu'on a gagné les choses. Alors, c'est très populaire. C'est très, très populaire avec les utilisateurs. Et c'est social.
Parlez-moi de votre ambition. Quand on a préparé cette table ronde, on m'a dit que vous ambitionnez de développer un réseau d'espaces de travail comme on a déployé un réseau téléphonique. Oui, c'est ça. Si, par exemple, j'explique à des gens qui nous joignent dans notre plan, enfin les ouvertures, les agrandissements de society, j'explique, c'est comme les premiers jours des réseaux téléphoniques, mobile phone, enfin. Alors, il faut avoir le réseau vient, et puis après, ça devient très normal que tout le monde utilise un téléphone. C'est quoi en français? Un Handy? Je ne sais pas, c'est le mobile phone, enfin. Et tout le monde il l'utilise maintenant. Mais je crois que dans l'avenir, avec les réseaux de travail ils sont là, comme le téléphone aujourd'hui, comme le réseau téléphonique, les gens vont travailler où ils veulent. Ça va être quelque chose qui est partout, et on travaille de notre façon, et ça c'est la normalité de l'avenir. Donc il faut Mais créer il faut le l'offre. créer. Il faut créer l'offre. Il faut créer l'offre. Et ça prend du temps. Parce qu'on ouvre, cette année, on va ouvrir presque entre 7 millions de mètres carrés, pas 7 millions, 700 000 et 1 million de mètres carrés cette année. Alors ça, c'est une énorme implantation. Et ça prend du temps. Jusqu'où vous allez? Vous allez jusqu'au petit village Au petit village, parce que c'est là, c'est très populaire, parce que c'est dans les villages, il n'y a pas un moyen de travailler. Les gens, ils travaillent chez eux, ils sont dans un petit village, ils vont dans une plus grande ville à côté, une grande ville, beaucoup de commuting. Dès qu'on offre un endroit de travail dans un village, c'est immédiat, vous avez la demande, d'abord. Deuxième, on fait ça en France, on est plus avancé en France, parce qu'on travaille déjà avec les maires en France pour créer les implantations. Ils sont des bâtiments qui sont aussi utilisés par la ville les week-ends, comme vous avez expliqué. Le week-end, on fait des hackathons, on fait des choses pour la communauté un peu. Ça devient partie de la communauté. Et ça fait revitalize, c'est quoi en français? Revitalisation des villages, parce que pour le moment, tout le monde parle aux journées, et maintenant, ils sont là dans le village, et les commerces marchent. C'est rentable pour vous? C'est rentable, c'est plus difficile à rentabiliser parce que c'est moins efficace. Et on doit, beaucoup de fois, on doit construire les bâtiments. Mais ça prend du temps. Mais c'est rentable, sinon on le fait. On est quand même commercial. C'est pour ça que je vous pose la question. Mais on fait tous les trois. On fait, par exemple, ici en France, Paris, on fait des grandes villes, des métropoles, mais aussi on commence les villages maintenant. En Suisse, vient de faire un joint venture pour faire toutes les stations de ski. Parce qu'il n'y a pas une demande toute l'année, mais quand même, il y a une demande. Alors, il veut avoir quelque chose pour avoir la flexibilité de travail, pour garder les gens dans les stations toute l'année. Et ça va être ma dernière question. Qu'attendez-vous des maires, des investisseurs immobiliers, des acteurs économiques territoriaux, y compris dans les villages? Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de la connectivité? Vous avez besoin du Wi-Fi? Oui. De toute façon, on travaille déjà avec beaucoup de collaborateurs, enfin beaucoup de partenaires. C'est des groupes immobiliers, local, national, immobilier. C'est les maires, c'est des développeurs, c'est des sociétés qui construisent des bâtiments. Ici, c'est un très grand projet. Il faut avoir beaucoup de partenaires. Aussi, on a des partenaires pour faire, par exemple, les montagnes. Ce n'est pas nous, parce qu'on ne peut pas faire tout. On fait ça avec les partenaires. Et pour nous, nous avons une plateforme digitale, opérationnelle, et avec l'immobilier, on est déjà à 2 500 000 utilisateurs, et chaque jour, c'est plus grand. Mais nous livrons les plateformes aux partenaires, on investit aussi avec,
Et on met un peu de capital avec tout. Sinon, il faut que notre bilan, c'est plus grand que le bilan de France. Et je sais pas. Tant que vous n'avez pas le même niveau de dette. Oui. Patrick Lévy-Vetz, vous vouliez réagir peut-être? Non, je voulais juste, si vous me permettez, je pense que vous êtes un des groupes, il n'y en a pas beaucoup qui a cette volonté d'aller dans les territoires. Il y a deux sujets dans notre pays qui sont deux sujets très importants sur lesquels il faut qu'on travaille pour permettre qu'il y ait beaucoup plus de souplesse et donc qu'il y ait plus d'utilisateurs. Le premier, c'est qu'il faut qu'on change notre manière de manager, parce que le premier frein au télétravail, c'est le management. Et on a beau avoir fait, je disais tout à l'heure à la Wapenico, on voit bien que les freins sont culturels. J'ajouterais d'ailleurs un frein sur cette question-là dans les territoires. Vous disiez les gens préfèrent être chez eux. En réalité, il y a des cultures anglo-saxonnes ou des cultures qui ont l'habitude de faire du télétravail à 100%. Les Pays-Bas, pour ne pas prendre un pays anglo-saxon, les Pays-Bas travaillent à plus de 60%, 70% dans des tiers-lieux, dans des espaces de coworking, dans des centres d'affaires, dans des centres... Bien. Ce qui n'est pas le cas de notre culture. Donc il y a d'abord des enjeux culturels chez nous, y compris dans les territoires. Quand une personne fait du télétravail 1 ou 2 journées, elle préfère être chez elle, parce qu'en fait, elle a de la place chez elle. Alors il y a ceux qui ont des enfants en bas âge, mais ça c'est un temps qui ne dure pas. Et donc il y a un basculement qui n'a pas encore été fait dans notre pays, qui viendra avec l'offre, qui viendra avec la transformation et la mutation. Et enfin, dernière chose, ce qui est sûr, c'est que les premiers clients des espaces, tiers-lieux, coworking, peu importe comment on les appelle, ce sont les nomades, c'est-à-dire les travailleurs nomades qui travaillent dans le monde entier et qui, à la fin, travaillent chez eux, n'importe où, et qui ont besoin de retrouver un collectif de travail. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un sujet tout à fait central. Et je voudrais juste ajouter sur ce que vous avez dit. Je pense que le rôle des entreprises, vous êtes, vous, directeur immobilier, je pense qu'il faut bien avoir conscience que dans le monde dans lequel on rentre, ceux qui remettront un pied dans les territoires retrouveront une crédibilité de responsabilité sociale qui sera tout à fait centrale. Parce que la sensibilité à ces questions va devenir absolument considérable. Je voudrais juste citer une étude qui m'avait beaucoup frappé, que Mercedes Serra, la patronne de BETC, nous avait montré il y a quelques 6-8 mois dans un autre cadre, et qui montrait que mondialement, la demande de sens, de retrouver du sens, était cardinale des générations qui arrivaient. C'était une rupture absolument considérable. Et dans le sens, la question du bien-être, de l'équilibre privé-professionnel était centrale. Et quand on sait que dans notre pays, la majorité des gens passent entre 1 heure et demie de transport le matin, 1 heure et demie, 1 heure à 1 heure et demie de transport le soir, j'espère qu'il n'y a pas de partenaires sociaux, je travaille beaucoup avec eux, mais enfin je vais le dire, on aurait mieux fait de se préoccuper sur le bien-être des personnes de cette question du télétravail, parce que quand on arrive essoré dans les grandes villes comme dans les régions, parce qu'on est en voiture dans les régions et on est dans les métros qui ne marchent pas ou dans les trains qui ne marchent pas, souvent, évidemment, dans les grandes agglomérations. Quand on arrive épuisé le matin, il y a peu de chances qu'on considère que la manière de travailler dans l'entreprise est tout à fait agréable. Parce qu'on arrive au travail en sachant qu'on va voir ni nos enfants le soir, ni en les ayant vus le matin, donc ce qui est déjà fort agréable. Et en plus, on est déjà épuisé avant d'avoir commencé. Merci beaucoup. Marc? Je peux juste répondre là. Je suis 100% d'accord là. Mais le sentiment, on voit maintenant que le sentiment surtout les grandes sociétés, les moyennes sociétés, ça change très très vite maintenant. Alors, ils ont compris que dans l'avenir, pour avoir les meilleurs salariés, il faut donner quelque chose plus que juste viens ici sur le siège. Il doit y avoir plus que ça. Aussi, il y a beaucoup d'intérêt. Bon, ça change parce que le coworking qu'on fait, c'est moins cher. Alors, toutes les sociétés que nous avons fait, ils ont diminué le frais par 30% minimum. C'est entre 30 et 60, c'est dépendant s'ils sont efficaces ou pas. Alors, c'est moins cher.
c'est ce que les salariés veulent, c'est moins cher. En plus, de nouveaux règles financières, règles comptabilité IFRS 16, ça arrive février 2019 et tous les baux arrivent sur le bilan comme dette. Ça apparaît comme dette. Ça change le rating des sociétés. Alors, il y a beaucoup d'intérêts et maintenant, avec le numérique et le moyen de travailler change, et beaucoup de sociétés commencent à gérer le personnel avec le output, pas s'ils sont là dans le bureau, ils regardent qu'est-ce qu'ils produisent. Et c'est beaucoup plus efficace et vraiment, on voit depuis les derniers 2 ans, vraiment un changement qui est profond. Et c'est surtout dans une grande société on voit ça change. Plus attractif, moins cher, c'est bien vendu quand même. Hein. Merci beaucoup. J'aimerais avoir le témoignage quand même d'un grand utilisateur ou utilisatrice avec Florence Cordier, EDF Île-de-France, qu'on puisse faire un zoom peut-être sur la politique, peut-être pas la politique ou la stratégie immobilière d'EDF, mais juste en Île-de-France d'abord. Qu'est-ce que ça représente en termes d'implantation EDF Île-de-France et l'ensemble du groupe, j'allais dire, et de ses filiales? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de me permettre de prendre la parole ce soir. Donc, EDF, le groupe EDF, l'entièreté du groupe, y compris ses filiales en Île-de-France, c'est 28 000 salariés aujourd'hui. 28 000 salariés permanents, en plus de l'alternance, évidemment. Donc, c'est pas loin de 30 000 au total, si je rajoute tout le monde. C'est aujourd'hui une centaine, enfin un peu plus, mais un peu plus d'une centaine d'implantations sur le territoire de l'Île-de-France. De mémoire, et je parle sous le contrôle de Magali qui est là, on doit être à plus de 900 000 mètres carrés de bureaux, de sites industriels, mais aussi de sites de recherche et développement. Donc c'est quand même assez gigantesque, avec quelques sites emblématiques très forts dans le groupe EDF, une partie de nos sièges, bien entendu, le siège du groupe Avenue de Wagram, mais aussi le siège qui regroupe plutôt toutes les activités commerciales et des activités tertiaires à la Défense, notre tour EDF PB6. On a aussi un beau site emblématique à Saint-Denis qu'on appelle Cap Ampère, où là on est dans le temple de la production et de l'ingénierie. Et puis notre site R&D à Saclay, aujourd'hui, juste en face duquel d'ailleurs on a un très joli campus formation en face. Et puis on a des sites, comme je le disais, partout sur l'Île-de-France, plus des hectares d'ailleurs de terrain à revitaliser, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure. Est-ce que ce maillage territorial, il est inscrit dans le marbre ou est-ce que vous avez une responsabilité, puisque vous êtes très éclaté en fait sur l'ensemble de l'Île-de-France, par rapport aux territoires dans lesquels vous êtes implanté? Alors, le maillage territorial n'est pas définitif, n'est jamais définitif, jamais rien n'est définitif, d'autant que on n'est pas toujours propriétaire, évidemment, et de moins en moins d'ailleurs, de nos sites. En revanche, il y a des choix qui ont été faits. Typiquement, si je prends l'exemple de la R&D, c'est un exemple parmi d'autres, mais de s'installer, de quitter, à l'époque on était à Clamart, de quitter Clamart pour s'orienter vers Saclay, parce que Saclay c'est quand même le haut lieu de la recherche et développement, et on en a profité aussi pour installer notre campus formation en face, qui était lui à l'époque au Mureau, dans le 78, et d'autres sites comme ça. Par exemple, demain, on va regrouper, alors on a aussi des logiques évidemment de productivité en termes de mètres carrés et de regroupement d'équipes, puisqu'on parlait beaucoup, et on y reviendra encore, d'équipes et transversalité et de tout ce qu'on veut, collaboration, co-construction, etc., dans les modes projets qui sont les nôtres aussi, évidemment. Et donc, on regroupe, sur certains sites qui étaient peut-être plus éclatés, on regroupe des équipes ensemble. Et là, en l'occurrence, on va bientôt s'installer d'ici à la fin de l'année prochaine sur un nouveau site Smart Site que l'on est en train de construire entre Saint-Ouen et Clichy, du côté du 93 d'ailleurs, du côté de Saint-Ouen. J'aimerais avec votre focale que vous puissiez nous dire comment vous appréhendez les nouvelles formes de travail, comment vous gérez aussi l'attractivité des talents, la rétention aussi des talents, puisqu'il faut, une fois qu'on les a attirés, il faut quand même les conserver, et la qualité de vie au travail, etc., avec les exigences aussi d'une entreprise, d'un groupe, en termes de flexibilité, de productivité. Comment vous le gérez Voilà, et de plus en plus, puisqu'on est nous aussi, comme beaucoup d'autres grands groupes, j'ai vu mon collègue Denji tout à l'heure, et parmi vous, j'imagine qu'on vit tous à peu près la même chose dans une période de transformation complètement majeure. Alors nous, avec les enjeux qui sont les nôtres, évidemment, de transition énergétique, de repenser nos méthodes de travail, de mettre beaucoup plus de transversalité entre les équipes, et effectivement un facteur d'attractivité, parce qu'on se rend bien compte que dans un certain nombre de nos métiers,
même si on recrute moins, puisqu'on a des enjeux de mobilité, j'y reviendrai, mais on recrute encore aujourd'hui pas loin de 2500 salariés en France, dans le groupe EDF, donc c'est encore beaucoup. Et il faut tenir la promesse employeur dont on parlait tout à l'heure, il faut continuer à attirer les jeunes talents et les conserver, bien entendu. Alors, historiquement, d'un point de vue social, on a quand même une politique sociale assez attractive au sein du groupe. Et on s'est beaucoup intéressé, évidemment, à la qualité de vie au travail. Mais assez récemment, finalement, par rapport à d'autres entreprises, on a réussi à signer un accord de télétravail. Et ce dont on s'est rendu compte dans cet accord de télétravail, c'est qu'il a été effectivement assez ovationné. Donc c'est là aussi assez classiquement 1 à 2 jours par semaine, en fonction des équipes, des directions, enfin des métiers, puisqu'on est quand même un nombre de métiers très important. En tout cas, on s'est rendu compte que ça ne répondait pas à tous les enjeux de transformation qu'on avait devant nous. Je vais en citer quelques-uns pour pouvoir vous parler du projet qu'on est en train d'expérimenter en Île-de-France. Mais les enjeux de transformation, ils sont énormes. Ils sont évidemment, alors, puisque je m'adresse à des directeurs de l'immobilier, de gagner des mètres carrés, mais aussi, c'est pas l'enjeu premier. L'enjeu, il est de travailler autrement. Et c'est marrant parce que notre premier projet, votre fondation s'appelle Travailler autrement. Notre premier projet, j'étais à la DRH Group à l'époque qu'on a piloté, s'appelait Travailler autrement. Et comment on crée, en lien évidemment avec les équipes immobilières, comment on crée des conditions de travail différentes à partir d'espaces de travail complètement différents. Alors évidemment, ça a été les espaces dynamiques, le flex office, enfin très bien fait. Et là-dessus, on s'est beaucoup appuyé sur le référentiel de l'immobilier, des équipes immobilières qui ont beaucoup innové en cette matière. Et donc, on était vraiment sur ces jeux de transformation-là. Et le télétravail ne répondait pas complètement à ça. D'autant que quand on s'adresse aux jeunes, en tout cas, moi, les jeunes de l'Île-de-France que j'ai interviewés m'ont dit « mais ça va pas, non, télétravail, je suis en colocation, déjà, un peu compliqué. 2, tu as vu les prix de l'immobilier en Île-de-France, donc moi, mon studio, il fait 14 mètres carrés, je vais quand même pas mettre mon ordi sur mon canapé qui me sert aussi de lit, d'ailleurs, au passage. Donc, on s'est rendu compte comme ça, et puis quand on voyait plus largement, autant le télétravail était effectivement plébiscité par des jeunes parents, parce qu'après, ils s'organisaient comme ils voulaient, mais ils avaient au moins un peu de temps, effectivement, certains jours de la semaine pour s'occuper de leurs enfants. Autant ça ne répondait pas du tout, soit à des personnes plus âgées sans enfants, pour qui le travail, c'est aussi le lieu de l'étayage, de la rencontre, de la relation. Et puis aux jeunes, surtout pas. Donc on s'est dit, il faut quand même qu'on réfléchisse à tout ça. Donc on a initié un petit projet qu'on a expérimenté en Île-de-France et qu'on est en train, ça y est, c'est passé en Codir RH Group et devant notre instance de concertation sociale interne sur ces sujets-là, qu'on a appelé Welcome. Donc on a identifié parmi tous les sites que je citais tout à l'heure en Île-de-France quelques grands sites emblématiques, donc 8 et très, très éparpillés sur le territoire francilien, et on a fait du coworking interne. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il faut qu'on offre qu'on ait une offre assez large en termes de lieux de travail dans l'entreprise. Il faut évidemment qu'on décloisonne nos métiers. Je disais, on recrute un peu moins, mais on a des enjeux de mobilité et de transversalité complètement énormes. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on décloisonne, qu'on désilote nos métiers. On a des problèmes d'attractivité sur certains sites ou certains métiers parce que les sites sont à Montévrain, au fin fond de Marne-la-Vallée, d'autres Renardière à côté de Fontainebleau, d'autres à Saclay, j'en ai déjà parlé, mais aussi à Chatou et aussi dans le nord de l'Île-de-France, et puis Paris intramuros évidemment. Et donc on s'est dit, tout ça, on doit pouvoir, en lien évidemment avec les équipes de l'immobilier, en lien avec ce qu'ont déjà fait certains sites, ou ce que certains sites sont en train de faire en termes de, on casse les murs, on fait des espaces beaucoup plus dynamiques en fonction de la tâche que j'ai à faire, je m'isole, je suis en équipe, ou je suis avec mon casque sur les oreilles à faire autre chose, enfin peu importe. Et donc ce projet qu'on a appelé Welcome, on a identifié des sites Welcome avec les équipes évidemment des sites à chaque fois, et le management, parce que j'y reviendrai, l'un des premiers freins, je partage complètement, c'est un frein culturel et managérial. Et puis ensuite avec ces sites volontaires, alors on avait en amont travaillé un peu sur le coworking, on avait participé à une recherche collaborative sur le sujet. Et donc, avec des sites plus ou moins volontaires, des très volontaires, des moins volontaires, on a initié ça, mais alors sans coût supplémentaire, hein, c'était l'objectif. Qui l'a initié? Alors, on l'a initié, pilote Île-de-France, parce que pour se prendre les coups, valait mieux que ce soit sous un mode expérimental s'il y avait des coups à se prendre, hein, pour ne pas mettre les métiers en première ligne. Mais ça n'a pas été le cas, hein, pour l'instant en tout cas. Et puis, des sites, des métiers de l'entreprise. Il y avait une unité d'ingénierie, par exemple, qui travaille sur l'ingénierie du parc nucléaire. Il y avait évidemment la R&D, parce que leur site à Saclay est un site qui se veut d'emblée ouvert
et ils accueillent beaucoup de monde d'ailleurs de l'extérieur. Il y a des lieux dédiés avant les passages, j'allais dire, badgés, pour pouvoir accueillir de l'extérieur. Et puis des sites qui avaient déjà entrepris des choses qui étaient intéressants de suivre. Je pense notamment à la direction de la transformation et les équipes IT. Bien sûr, la DRH Group, parce que c'est là que se passe toute la question de l'organisation du travail et de la qualité de vie au travail. Et on est allé à 5 volontaires, prêcher la bonne parole, identifier les sites et puis créer ces sites-là. Alors qui sont aujourd'hui des sites dits welcome, qui accueillent aussi bien du nomadisme, donc des gens qui sont là entre deux sites, entre deux réunions, etc., qui accueillent aussi, dont on va faire des sites en situation de crise. On a bien vu, quand il y a eu les épisodes neigeux, on a des sites qui n'étaient pas accessibles. Donc il faut pouvoir, voilà, entre autres à Saclay d'ailleurs au passage, mais il faut pouvoir faire tout ça. Alors, après, on s'est dit, ça a plein de... Et c'est le premier ex, et je vais vous livrer ça assez vite, parce que après, sur la tringlerie, il y avait beaucoup de sujets quand même. Et l'un des premiers sujets, ça va vous faire sourire, qui nous a fait un peu buter d'ailleurs sur cette expérimentation. Autant un badge permanent, la place de parking, enfin, ou voilà, les sites en propre avec les bus électriques, etc. Tout ça, aucun problème pour faire adhérer les gens. C'était le problème de la cantine. Parce qu'on a plusieurs opérateurs. Non, mais je vous assure, c'est très basique, et je vous le dis là, ça prête à sourire, et moi aussi, ça m'a fait sourire, mais c'était les problèmes de cantine parce qu'on a 3 opérateurs différents qui sont nos prestataires en fonction des sites. Et donc, il fallait harmoniser tout ça. Et puis, qui allait payer la part employeur de la personne qui allait sur un autre site qui n'était pas le même. Enfin bon. Mais on a résolu tout ça très, très bien. Alors, pour l'instant, tout ça un peu à la mano, hein. Il y a une 50aine d'expérimentateurs. Ce qu'on a identifié très vite en termes de REX, c'est 118 minutes par jour en moyenne d'économie de temps. Donc ça fait quasiment 2 heures pour tous ces expérimentateurs. C'est complètement incroyable. Et c'est vraiment ça. Hein. Alors on avait avant, moi j'avais regardé... C'est quoi, si on arrête de traverser l'île de France, oui, du nord au sud, d'est en ouest? Tout à fait. Vous avez des personnes qui habitent pas très loin d'ailleurs du plateau de Saclay, pour citer cet exemple-là, qui travaillent à Cap-en-Père à Saint-Denis. Et donc vous imaginez le temps de transport. Donc évidemment, économie, ce que vous disiez tout à l'heure, hein, que je partage totalement, c'est-à-dire j'arrive quand même dans mon site de travail ou dans mon site de proximité. Donc c'est l'idée, ces sites welcome sont les sites à proximité de mon domicile et non pas de mon lieu de travail habituel. C'est vraiment, l'objectif, c'est de travailler en proximité. Donc en proximité de chez vous ou à proximité de vos 2 réunions successives. En tout cas, welcome à l'origine, c'était vraiment l'économie de temps de transport, évidemment, l'économie, la désaturation des transports publics. On l'a aussi beaucoup valorisé sur le territoire, pour le coup, auprès de nos interlocuteurs institutionnels au quotidien. C'est évidemment baisse des accidents du travail ou des accidents de trajet. Ça, c'est une évidence. Si on a besoin de parler de chiffres, alors là, on ne l'a pas complètement mesuré encore, il faudra le mesurer dans la durée, mais on est sûr que ça fait partie des éléments. Et puis évidemment, c'est d'un point de vue managérial le début d'une acculturation où, quand même, dans nos grands groupes, alors c'est pas majoritaire, mais vous le savez aussi bien que moi chez vous, c'est quand j'ai pas le salarié sous les yeux, j'ai l'impression qu'il travaille pas, quoi. Et on le voit nous-mêmes, hein, le manager arrive, mais où il est, mais il est encore pas là, et qu'est-ce qu'il fait, etc. Donc progressivement, avec des gens bénévolents et positifs sur la démarche, on commence à transmettre culturellement le fait que ce soit possible. Et effectivement, c'est rassurant, d'une certaine façon, pour les managers de savoir que leurs équipes travaillent quand même sur un site EDF plutôt que chez eux, par exemple. Voilà. Et en plus, c'est utile. Voilà. Est-ce que cette expérimentation a vocation à se décliner sur l'ensemble du territoire ? Alors oui, on a déjà l'accord pour généraliser en Ile-de-France à partir de la rentrée. Ce qui nous manque aujourd'hui, mais c'est simple et technique. On a trouvé plein de solutions à une 50aine. Maintenant, il faut qu'on trouve des solutions pour élargir. Et donc, il nous faut une solution technique d'application pour réserver les lieux dans les sites aujourd'hui identifiés sur lesquels il y a des espaces welcome. Voilà, donc, et welcome, c'est des espaces dédiés, c'est des espaces de nomadisme, ou parfois c'est au milieu des équipes quand ils sont en site ouvert et en flexibilité et en équipe dynamique, enfin en site dynamique. Bon, vous allez bien trouver voilà. une start-up. Bon, non, mais même, je crois qu'on sait à peu près le faire en interne, ou on se fera aider effectivement par une start-up qui nous a déjà aidés. Et donc oui, c'est généralisable en Ile-de-France, et puis ça fait aussi partie de nos plans de mobilité d'une certaine façon, puisque depuis le 1er janvier, on doit tous faire des plans de mobilité, entre autres en Ile-de-France. Et puis derrière, ça sera généralisable aux grandes métropoles, et puis certainement, puisqu'on a quand même des sites, en particulier nos sites nucléaires, très excentrés des métropoles, et là aussi, on va pouvoir, y compris dans ces sites-là, à terme, prévoir des espaces dédiés. Merci beaucoup pour votre témoignage. Stéphane Defaille, j'aimerais bien, on a vu toute l'évolution des modes de travail, la mutation des besoins immobiliers des entreprises.
Quelles sont les réponses apportées par les territoires et surtout les territoires qui sont en plein développement? Je pense à Bordeaux, par exemple. Alors, effectivement, il y a toutes les échelles qui doivent s'imbriquer pour que ça fonctionne. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et quand on dit toutes les échelles, c'est bien sûr l'Île-de-France, parce que c'est quand même un écosystème très très particulier par ses réseaux de transport, par sa taille critique. Les métropoles, les villes moyennes et les espaces ruraux. J'ai tendance à qualifier les quatre parce que malgré tout, entre les villes moyennes et les espaces ruraux, sont encore des réalités différentes. Et de ce point de vue-là, en tant qu'aménageur, cette fois-ci, donc en tant qu'acteur public, nous sommes un peu obnubilés par une question que vous avez évoquée les uns et les autres sous différents vocables, qui est la question de qu'est-ce qui va faire que des hommes et des femmes vont s'épanouir dans les quartiers que nous faisons, qu'ils y travaillent, qu'ils y habitent, qu'ils les traversent, etc. Ça renvoie à un premier enjeu majeur. Je pense que désormais tout le monde est convaincu des méfaits de l'urbanisme de zoning hérité de la charte d'Athènes. Mais ça commence d'abord par des territoires qui sont mixtes. Et quand on dit mixité, c'est pas simplement de dire on va avoir du bureau, on va avoir du logement, on va avoir du commerce, etc. Ça va un petit peu plus loin que ça. On va avoir des petites entreprises et des grandes entreprises. On va avoir des locaux d'activité. Ici Montreuil qui était évoqué tout à l'heure, c'en est un bon exemple, qui sont des acteurs qui ont leur place, y compris en centre-ville. Pourquoi ? Parce que tout ça, ça crée un écosystème qui crée de la sérendipité, qui crée des rencontres un peu aléatoires, et en fait qui crée tout simplement les qualités qu'on retrouve dans un centre-ville. Quand on regarde qu'est-ce qui est agréable dans le centre-ville de Paris, dans le centre-ville de Bordeaux ou autre, c'est exactement ça. C'est qu'on a toutes ces qualités qui se retrouvent à un même moment, et on n'a pas les effets de ville-dortoir, les effets de parc d'activité ou autres. Donc ça, en tant qu'aménageur, en plus sur une ville comme Bordeaux, c'est notre première préoccupation. La question quand même dans tout ça, c'est que ça ne se décrète pas complètement. Vous disiez tout à l'heure que c'est bien que l'État intervienne là où finalement le privé ne peut pas intervenir, et je partage assez cette vision des choses. Notre rôle n'est pas tellement une question de programmer, de planifier, mais plutôt de rendre le territoire capable, de capaciter ce territoire de façon à ce qu'un certain nombre d'initiatives privées puissent prendre racine. Ce qui est compliqué, c'est que on a une multitude d'acteurs qui sont en jeu. Les promoteurs, les foncières, les entreprises elles-mêmes là-dessus. Et puis on a tout un tas d'acteurs qui sont porteurs de sens et de valeurs, mais qui ne sont pas toujours, entrent pas très très bien dans la case, parce qu'ils n'ont pas tous les leviers, ils n'ont pas toute la connaissance là-dessus. Et tout notre enjeu finalement, pour avoir cette espèce de mix, ça va être d'aller chercher ces acteurs-là et d'aller leur dire bon, j'ai pas très très bien compris ce que vous faites, mais j'ai l'impression que ça apporte des choses. Donc on va voir si ça vaut la peine de le faire naître, et on va voir quel est le modèle économique qu'il y a derrière, parce qu'il faut pas être, on n'est pas dans l'illusion, et comment ces acteurs-là vont transformer le territoire. Les arguments qu'on met en avant, qu'un territoire met en avant pour attirer aussi bien la grande entreprise que la très petite, la prometteuse, la start-up, celle qui bidouille, peu importe. Longtemps, ça a été la connectivité. On est bien desservi. Il y a l'effet TGV. À Bordeaux, ça a un petit peu marché quand même, l'effet TGV. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vend ? On vend la qualité de vie, on vend un état d'esprit, on vend, je ne sais pas, moi, une exposition au soleil, des températures douces. Alors l'héliotropisme, très certainement, mais ça c'est universel, c'est pas spécifiquement français. Mais oui, effectivement, la question de la qualité de vie, elle est centrale. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tout ce qui a été évoqué tout à l'heure renvoie à des questions de qualité de vie à toutes les échelles. On renvoie, je pense que c'est très important aussi, à des réseaux d'acteurs bienveillants. Nous, on est frappé de voir quand une boîte vient s'implanter à Bordeaux, une des premières choses qui nous est retournée, c'est de dire « mais j'ai été bien accueilli ». Juste une anecdote. Il y a 2 ans, on a un grand investisseur qui voulait ouvrir une salle de concert à Bordeaux. Donc on l'accueille les bras ouverts parce que ce sont des projets qui sont très intéressants.
Et puis lui, en douce, va voir tous les opérateurs de salles de concert de Bordeaux pour dire, ben voilà, j'ai envie d'ouvrir une salle de concert, donc pour être votre concurrent. Et on a débriefé ensuite, et il nous a dit, mais c'est fantastique, parce que tous m'ont accueilli les bras ouverts, en disant, c'est génial, nous on fait ça, mais il manque ça. Comment est-ce que... Parce qu'en réalité, dans ces acteurs-là, mais c'est vrai à toutes les échelles, c'est pas une question de concurrence directe, c'est une question de, je reprends le terme, faire avec, faire ensemble. Et ça, c'est une réalité qui commence à être connue. Exemple très concret de comment nous, on déploie, parce que c'est bien le discours, mais à un moment donné, ça s'entretient. Ça dépend des gens, quand même. Ça se décrète pas. C'est une évidence, mais voilà. Donc, on a le tissu d'acteurs qu'on a. On ne va pas le transformer. C'est-à-dire, on peut avoir quand même des actions qui font levier. Nous, par exemple, on est opérateur, on est promoteur immobilier d'un actif de 26 000 m² qui s'appelle la Cité numérique. Pourquoi est-ce qu'un opérateur d'État est promoteur de ça? Parce qu'à l'époque où on l'a lancé, ce n'était pas bancable. 26 000 m² sur le marché bordelais, ça avait l'air d'une hérésie, en tout cas d'une prise de risque très très forte. Bon, au passage, il est quasiment fini de louer et il est revendu à Covivio dans quelques jours. Mais qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans? C'est que ça nous a intéressé de mettre ensemble des entreprises de toute taille pour les faire se rencontrer. Pas juste les faire se rencontrer en disant j'ai un immeuble et dans lequel je vais avoir des gens de Sanofi qui sont à côté de B2Moro, qui sont à côté de la start-up qui est née l'année dernière, etc. Beaucoup plus que ça, que les salariés se rencontrent. Et par exemple, sur un site de ce type-là, on va jusqu'à organiser des hackathons entre tous les collaborateurs, donc à 1500 personnes, de façon à créer l'envie de se rencontrer et de travailler ensemble. Donc ça nécessite d'entretenir finalement cette soif du tous ensemble, et ça nécessite de le faire par des actions très concrètes, avec, je reviens quand même à cet élément, toujours porter du sens. Est-ce que ça rentre dans un schéma de programmation, d'aménagement? Parce qu'un aménageur public ou même privé du territoire, c'est obligé de phaser les opérations, c'est obligé de les prévoir. Est-ce qu'on peut programmer à l'horizon 2022, 2025, 2030 le fait qu'on aura ici un bâtiment où on ne sait pas très bien ce qu'on va mettre dedans? Oui, bien sûr. Alors je dis bien sûr, ça veut dire quand même une révolution dans notre métier d'aménageur. Ça veut dire effectivement qu'en tant qu'aménageur, on sort de notre silo à nous. Notre silo à nous, c'est j'achète du terrain, je le transforme et je le revends à un opérateur qui va construire un bâtiment. Ça nécessite finalement d'intégrer le développement durable. Pas simplement en tant que RT 2012, 20 ou peu importe quoi, comme état d'esprit. Ça nécessite d'aller sur le champ de développement économique. Nous, par exemple, sur Euratlantique, on a créé une fondation culturelle. Ça a l'air étrange quand je dis ça comme ça, mais pourquoi? Parce que le tissu des entrepreneurs créatifs, ou, je vais le dire autrement parce que ça serait plus honnête, des diplômés de métiers artistiques au RSA sur le territoire, et pour lesquels il ne manque pas grand-chose pour qu'ils deviennent des acteurs créateurs de valeurs, pas nécessairement d'entreprise, mais de valeurs de vivre ensemble, il est fantastique. Et ça, concrètement, ça fait partie des leviers pour transformer le territoire. Ça veut dire quand même qu'il faut toujours jongler et être schizophrène entre une programmation, parce que malgré tout, si on fait des logements, il va falloir des écoles, par exemple. Mais de se laisser surprendre, de se donner une capacité de remettre en cause tout ce qu'on a prévu, parce qu'à un moment donné, on va avoir l'acteur qui va venir et qui va apporter plus que ce qu'on avait prévu. Ça, ils le comprennent, les élus locaux? À Bordeaux, oui. D'accord, à Bordeaux. On a une gouvernance, et c'est une condition de réussite sine qua non, faut être très très clair. On a une gouvernance d'une intelligence rare, qui est une gouvernance, on est sur une métropole qui est en co-gestion droite-gauche, Alain Juppé président, premier vice-président Alain Anziani, maire socialiste de la deuxième ville de l'agglomération. On a une culture du dialogue, et on a peut-être quelque chose qui est précieux, c'est qu'on a un territoire qui a pris conscience à un moment donné que les choses ne tombaient pas du ciel, qu'il fallait se battre.
et qu'à partir de là, il fallait être pragmatique. Et ça, je peux dire qu'en ayant expérimenté, y compris des territoires plus franciliens, c'est un vrai bonheur. On ne dira pas le nom, mais bon. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup. J'ai pris un peu de retard, évidemment. Donc, si vous avez une question ou deux, elle est la bienvenue. Je pense que peut-être un micro peut circuler. Si vous en avez plus, je vous conseille de les garder pour après. Et moi, je ne vois rien, en fait. C'est magnifique, vous avez répondu à tout. Bien, je ne vois pas. Allez, merci beaucoup. Merci, je pense qu'on peut applaudir nos intervenants, les remercier. Et on va passer à la remise des trophées.